Mesdames et messieurs les représentants de la presse, les années se suivent et se ressemblent souvent dans la France d'Emmanuel Macron et l'Europe de Madame von der Leyen. Les crises succèdent aux crises, les déficits aux déficits, les déroutes aux défaites, les abdications aux capitulations. Face à ce qui apparaît comme un jour sans fin, Emmanuel Macron continue imperturbablement ses tours de prestidigitation dont les ficelles sont de plus en plus apparentes. Il est ce bonimenteur dont l'irrépressible garrulité a fini de lasser l'auditoire. Sa dernière prestation en fut d'ailleurs une longue et objectivement éprouvante illustration. De ce point de vue, 2024 semble se placer sous les mêmes auspices verbeux et creux que les années précédentes. Que sera politiquement 2024 ? Une année comme les autres ? Une année charnière ? Cette nouvelle année sera sans doute une année de clarification. Les forestiers diraient de coupe claire quand de la pénombre de la frondaison, un élagage puissant fait entrer la lumière. Tout semble d'ores et déjà indiquer que 2024 sera en effet une année de confirmation des tendances qui annoncent les grands basculements politiques et géopolitiques des décennies à venir. Depuis des mois, nous assistons au réveil des peuples autour de nous et dans le monde. Partout ils se lèvent. Partout ils congédient la mondialisation et les lubies idéologiques d'apprentis sorciers, un ordre politique injuste et un ordre économique étouffant. On le voit en Hollande, on le voit en Allemagne et évidemment, on le voit en France avec la révolte des agriculteurs et des pêcheurs notamment. Comme on le voit aussi sur toute la planète avec la montée des BRICS ou les revendications nationalistes des États africains. On assiste à une indéniable rétractation de la mondialisation, un repli qui se manifeste partout, y compris aux États-Unis, un repli général que même l'Union européenne ne peut plus ignorer. Et justement, aux États-Unis, tout laisse à penser que le processus électoral qui débute ne se traduira pas par un regain du mondialisme. De plus en plus, il apparaît que ceux qui se présentaient comme les représentants d'un nouveau monde ne sont plus considérés que comme les derniers d'un ordre ancien, von der Leyen, Trudeau, Biden, Macron, Scholz. Tous, dans leur carré de jeu, sont contestés et fragilisés. Pour nous qui sommes attentifs au mouvement de la France et du monde, aux interactions des peuples et des gens, attendons-nous à ce que 2024 soit une année, sinon de basculement, au moins de grands changements à venir. L'élection présidentielle aux États-Unis, je l'ai dit, l'élection législative au Portugal, où notre allié Tchega s'affirme comme une force importante, en Flandre, avec le Vlaams Belang, en Autriche, avec le FPO, en Roumanie, en Slovaquie, et bien sûr, en ce milieu d'année, les élections européennes qui peuvent bousculer l'Union européenne. Pour l'observateur assoupi par le train-train électoral, tout semble jouer depuis 1979, date de la première élection européenne. Les européistes se l'ont toujours emporté. Pourtant, les resserrements de majorité au sein même du Parlement européen actuel tendent à montrer que la situation politique n'est pas figée et que, comme pour les législatives françaises de 2022, le fait majoritaire n'est pas acquis pour les sortants. Il n'y aura peut-être pas de majorité alternative, mais vraisemblablement, au moins sur des textes, des majorités de circonstances. Permettez-moi de vous rappeler que le rapport Verhofstadt a été voté à 30 voix. Que le rapport Restaurons la nature a été voté à 30 voix. C'est dire si l'année électorale sera pleine d'effervescence, de suspense et pour nous, je veux le croire, d'espérance. Vous qui suivez l'actualité politique et qui la commentez, vous allez, j'en suis sûr, vous régaler de suivre cette année éminemment politique. Même si je ne suis pas moi-même candidate, vous me trouverez, comme vous pouvez vous en douter, impliquée dans ce combat, cet engagement qui ne m'apparaît pas subalterne, mais essentiel, ne serait-ce que parce qu'il s'agit de la souveraineté de notre pays et que lorsque l'on aspire à être président de la République, on s'attache évidemment à la préservation des pouvoirs qu'il doit conserver. De toutes les manières, le groupe que j'ai l'honneur de diriger continuera par une présence active et je crois constructive à occuper le centre du jeu parlementaire. Dans les années 80, l'élection européenne revenait à envoyer des représentants à Bruxelles, c'est-à-dire sur Mars. Aujourd'hui, Mars est devenue la banlieue de la Terre et peut-être même la capitale. Chacun a bien conscience que tout se décide dans l'immeuble de verre du Berlaymont. Les concessions de compétences nationales par des dirigeants nationaux évanescents s'amplifient et s'accélèrent.
La politique nationale devient chaque jour davantage un théâtre d'ombres, des ombres d'autant plus fantomatiques que l'Union européenne ne se construit plus selon un modèle fédéraliste, mais comme un État unitaire centralisé. L'Union européenne se pique de tout normaliser, tout uniformiser, tout niveler. Toutes les plaques d'immatriculation dans l'Union européenne sont blanches, le moindre formulaire doit devenir identique, la pensée unique doit être généralisée. Les États de l'Union européenne ont moins de pouvoir, moins de liberté, moins d'identité que les États américains. L'Union européenne a dépassé l'ambition d'un coordinateur ou même d'un gestionnaire. Elle veut désormais formater un homme nouveau, un individu dégagé des attachements naturels, des références culturelles, des repères historiques, un consommateur interchangeable parmi les consommateurs d'un marché mondial. L'Union européenne n'a plus pour projet une union mais une fusion, plus pour projet l'Europe, mais en réalité la disparition des nations. Imaginez que la semaine dernière, le Parlement européen a voté une résolution dans laquelle il prescrit aux États membres de, je cite, « faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale ». Dans le même temps, le pacte pour les migrations ouvre sans discernement et sans droit de s'y opposer toutes grandes les portes de l'Europe à une immigration planétaire, sans contrôle, sans limite. Au moment où le président de la République parle de sentiment de dépossession des peuples, de leur culture et de leur pays, ses élus et son gouvernement la promeuvent et l'organisent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des groupes humains n'auront ainsi œuvré aussi servilement, aussi consciemment à leur propre effacement. Rarement des dirigeants n'auront agi avec un tel cynisme, cachant aux gouvernés leurs propres desseins, leur volonté de les fondre dans un grand creuset informe. Comme le disait, et il a bien raison, Jordan Bardella, Emmanuel Macron, puisqu'il s'agit d'agriculture, a la main sur l'épaule des agriculteurs et la dague dans le dos lorsqu'il est à Bruxelles par l'intermédiaire de ses élus. Nous nous trouvons en effet face à une gigantesque entreprise de déconstruction intérieure et extérieure que des campagnes médiatiques soutiennent et des logiques bureaucratiques imposent. Dépossession et déconstruction sont liées, la première est la condition de l'autre. Elle est une étape vers un chemin qui mène vers l'inconnu, l'aléatoire et la négation de soi. Si Emmanuel Macron voit les signes du progrès dont il se prétend le champion, alors nous n'avons pas de toute évidence la même définition du progrès. Le clivage qui s'impose aujourd'hui, vous le voyez, les Français également, est celui qui sépare les partisans de l'effacement et ceux de l'affirmation apaisée du génie de nos peuples, les partisans de l'uniformisation contre les chantres d'une diversité européenne féconde et plus largement les partisans du déclin face à ceux qui ne s'y résignent pas, ceux qui se résignent à abandonner leur peuple au tourment du monde contre ceux qui veulent les en préserver. En clair, il y a les fragiles, qui nous proposent de dévaler vers l'abîme, et ceux qui entendent mobiliser toutes les forces disponibles pour gravir les chemins escarpés de l'histoire. Nous croyons dans la France et dans les nations d'Europe. Nous croyons en leurs valeurs propres, et c'est pourquoi nous avons confiance en l'avenir. Vous le voyez, notre intention en cette année 2024 n'est pas seulement électorale. Elle porte pour le pays, notre peuple et notre continent la volonté de jeter les bases d'une construction et même d'une reconstruction psychologique, financière, politique et diplomatique de grande ampleur, d'une ampleur historique. Elle est de préparer non pas une alternance, mais l'alternance, avec un grand A. Les Français le comprennent de plus en plus. Aujourd'hui, il y a la gauche, la droite et l'alternance. L'alternance est un mouvement naturel et profondément démocratique qui survient lorsque le gouvernement en place a échoué, lorsque chacun a conscience que les forces politiques anciennes, infécondes et démonétisées, n'ont plus rien à dire et encore moins à faire. L'alternance que nous mettrons en œuvre est un grand projet collectif qui unira les Français de tous bords, de toutes origines, de tous âges, dans la même volonté d'un sursaut national, dans la même aspiration à la protection pour eux et leurs enfants, dans la même espérance pour l'avenir. Vous le voyez, nous sommes portés par une vision que je crois haute. Elle procède de la conception noble que nous avons de la politique, le respect que nous avons de la démocratie et l'amour que nous portons aux personnes, au peuple et à notre peuple. Si je viens vous dire cela, mesdames et messieurs de la presse, c'est pour que vous compreniez mieux, je crois, notre état d'esprit. Pour nous, la politique n'est pas un jeu de télé-réalité. Ce n'est pas non plus une sorte d'exutoire de ceux qui ont fait de la dérision, voire du dérisoire, de l'ironie et de la méchanceté gratuite une rente professionnelle. La politique, c'est une activité sérieuse.
la plus sérieuse qui soit, puisqu'elle met en jeu la vie des gens, le sort de la nation et finalement le destin de notre pays. Le débat gagne toujours à sortir du subalterne et de l'immédiateté. Il exige même souvent de savoir s'extraire du conjoncturel et de l'éphémère pour voir au-delà de la montagne. Beaucoup d'entre vous, et c'est normal quand on fréquente le marigot politique, nous prêtent des arrière-pensées politiciennes ou manœuvrières qui, je vous le dis, nous sont étrangères. Nous avançons sans nous dissimuler, tels que nous sommes. S'il peut exister des stratégies et des tactiques, c'est normal dans toute entreprise. Il n'y a là rien de répréhensible. Pour autant, je crois injuste, et à l'égard de la vérité trompeur, de réduire notre démarche à des coups et encore plus à des intentions cachées. Est-ce utile de le rappeler devant une assemblée aussi éclairée que la vôtre? Non, nous ne manœuvrons pas pour un Frexit caché, pas plus que nous ne sommes d'extrême gauche. Je suis heureuse d'être amenée à le dire, triste d'être obligée de le rappeler. Que dire de la puérilité de nous dénommer encore Front National? Sinon que de ravaler la politique à des gamineries de bac à sable et d'attester qu'il n'y a finalement pas grand-chose à reprocher au Rassemblement national. Enfin, ceux qui ont quelques égards pour les femmes savent combien est inélégant de renvoyer en permanence une fille à son père comme si la gente féminine était incapable d'une quelconque émancipation personnelle. Qu'on nous critique, oui, qu'on nous attaque même, mais par respect pour les Français qui nous regardent, faisons-le sur des bases avérées, consistantes et sérieuses. Cela fait des années et des années que nous nous côtoyons. Et je dois vous dire que je me félicite que nos rapports, comme avec nos orateurs, soient de plus en plus professionnels. Et je crois pouvoir le dire, respectueux et fructueux. Vous pouvez compter sur moi, non seulement pour vous faciliter l'exercice de votre profession, mais pour nous permettre par la précision et l'imagination de rendre nos échanges encore plus fluides sur la forme et plus informatifs sur le fond. Sachez que de notre part, c'est sur ces bases que nous souhaitons consolider nos rapports, sans complaisance bien sûr, mais avec le souci d'œuvrer au débat démocratique dont nous sommes, vous et nous, les garants. Faisons du débat politique un échange utile pour les idées, pour la profondeur et l'utilité du débat. La situation est, je le crois, trop grave pour se contenter de maquillage statistique, de faux-semblants administratifs ou de petits palabres politiques. Le pays a trop de plaies non cicatrisées pour en ouvrir artificiellement, trop de motifs de division pour faire surgir de faux débats délétères, trop besoin de trouver des solutions et de le faire dans la concorde civile. Je crois que nous avons à cet égard, et vous, journalistes, et nous, politiques, une responsabilité éminente. Rendre le débat clair et intéressant, c'est aussi ne pas perdre l'auditoire dans les errances des sujets sans fondement ni portée. C'est pourquoi, et ne m'en voulez pas, vous me trouverez rétive, mais je crois que pour certains, vous l'avez déjà constaté, à m'engager dans des débats sans intérêt, des polémiques inutiles ou les querelles dérisoires et mesquines. Plus que jamais, je pense qu'en politique, ce qui n'est pas utile est inutile. Ce n'est pas là un manque de respect à votre égard, mais au contraire, le témoignage de l'estime que je porte à la fonction de journaliste, au rôle qui est le vôtre de porter et d'éclairer les débats qui animent la société. De notre côté, nous essaierons d'être à notre place, non pas seulement celle de commentateurs, pas seulement d'agitateurs d'idées, mais d'éveilleurs de conscience, sans omettre bien sûr d'être les défenseurs de ceux qui ont besoin de nous. La politique relève de grands mouvements telluriques, des mouvements de fond qui traversent les champs politiques et les sociétés, ce mouvement des idées et des hommes dont il faut percevoir le sens pour en comprendre la signification et la direction. La politique, c'est également savoir accorder ces grands mouvements à la vie quotidienne, celle du pays, celle des familles, celle des entreprises. C'est ce que nous nous efforçons de faire en restant dans le concret, proche plus que jamais du quotidien des gens, avec des préoccupations comme le pouvoir d'achat, les conditions de vie à la retraite, la sécurité physique dans la vie de tous les jours, l'accès concret aux soins. C'est là l'articulation entre la présidence et la gouvernance, entre le président et le gouvernement. Une articulation essentielle dans nos institutions que des esprits brouillons ont brouillé. Une remise en ordre est nécessaire et dès que le peuple l'aura décidé, nous serons prêts, avec les députés que j'ai l'honneur de conduire, avec nos autres parlementaires, députés européens et sénateurs, avec nos élus des territoires, les cadres et militants de notre mouvement qui œuvrent sous la houlette de Jordan Bardella, nous nous mettons en situation non seulement d'accéder, mais également d'assumer avec succès les responsabilités du pays.
Vous le voyez, la période qui s'ouvre va être riche. Je forme des vœux pour qu'elle puisse l'être pour vos organes de presse, comme pour chacun d'entre vous. Que l'année qui s'ouvre donne aux Français l'occasion de vous lire, de vous entendre, de vous regarder pour participer aux grands débats qui décideront l'avenir du pays. Pour chacun d'entre vous, je souhaite donc la meilleure année qui soit, pleine de bonheur, de joie, de projets et de réussite. Très heureuse année à vous tous.